bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver donc à l'occasion de ce deuxième cycle, puisque je vous rappelle qu'on a essayé de faire 3 thèmes sur le management, qui est un vaste sujet. On s'est intéressé la dernière fois au management de soi. On a essayé de voir ensemble comment est-ce qu'on pouvait mieux décrypter ces comportements, mieux voir comment on fonctionnait sous stress, essayer d'être lucide sur ce qu'on savait faire et ne pas faire. Donc ça, c'était le thème de la dernière fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser au management de la relation interindividuelle. Heu et on aura un troisième meet-up en juin, le 13 juin, qui parlera de la dimension collective du management. Alors je précise, et je l'avais précisé la dernière fois, que je suis ici en toute humilité parce qu'on sait que le management, c'est vraiment un domaine dans lequel on progresse par essai-erreur, et je continue tous les jours de progresser et donc de faire des erreurs. Et donc je partage mon point de vue. Je suis curieuse d'avoir à la fin de ce meet-up, comme on a pu avoir la dernière fois, vos questions, vos réactions, et qu'on puisse échanger à ce sujet. Alors, le management de l'autre et de la situation interindividuelle, on va commencer par une phrase de Sartre. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire 45 minutes de philosophie existentialiste, parce que je n'ai pas le niveau pour faire ça. Mais que nous dit Sartre? Il nous dit: autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. Eh bien oui, parce que une fois qu'on a compris son propre mode de fonctionnement, il faut absolument éviter de céder à la tentation ou à la facilité qui consisterait à penser que les autres fonctionnent de la même façon que moi, ou encore pire, de penser que ma façon de faire est la meilleure ou la seule qui puisse exister. Donc cette appréhension de l'altérité est très importante quand on manage, et d'autant plus quand on manage plusieurs personnes. On va manager plusieurs individus qui fonctionnent de façon différente. Alors ici, un petit schéma qui nous dit quoi? Eh bien, oui, parce que quand on commence à manager, la première chose à faire, c'est finalement d'essayer de décrypter les croyances, les besoins et les comportements, tout ce qui compose en fait un individu au travail. Et donc, il y a plusieurs outils pour faire ça. On en a parlé un peu la fois dernière. Alors, chez Exia, on utilise beaucoup le ProcessCom. On utilise aussi un outil qui s'appelle le Predictive Index. On utilise des Moving Motivators. Je vais en parler tout à l'heure. Bon, il y a aussi l'observation, l'écoute active qui va nous permettre en tant que manager d'essayer de décrypter la façon dont l'autre va fonctionner. Ceci étant dit, la question qu'on va se poser en commençant à manager, c'est comment faire en sorte que la personne dont on a la responsabilité performe, comment la mettre en réussite. Et donc là, j'ai essayé de dégager 3 idées qui me paraissaient importantes et que j'appelle le triangle d'or de la performance managériale, que vous voyez s'afficher à l'écran, avec 3 éléments qui sont complémentaires et à mon sens complètement indispensables quand il s'agit de mettre une personne en réussite. Le premier élément, et on va les faire dans l'ordre, c'est la confiance. Comment créer un climat de confiance? C'est-à-dire comment entrer en relation, comment créer une relation de qualité avec l'autre personne. Ça, c'est clé, parce que si on ne crée pas cette relation-là, il va rien se passer derrière. Et c'est assez paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que finalement, on sait que dans les formations managériales, le thème de la confiance, ou cette capacité qu'on va avoir à créer une relation professionnelle de qualité avec quelqu'un, est très peu développé dans les formations managériales. Mais pour moi, c'est le postulat de base, le socle de la relation, c'est ça, créer ce climat de confiance. Ensuite, comment est-ce qu'on met la personne dont on a la responsabilité en mouvement? Comment est-ce qu'on nourrit au quotidien sa motivation? Comment est-ce qu'on s'assure que cette personne est stimulée au quotidien, que ses missions l'intéressent? Encore une fois, en ne partant pas du principe que nos propres leviers de motivation seront ceux des autres, parce que ça, on aura systématiquement faux, et on va faire un petit exercice ensemble tout à l'heure pour voir ça. Heu et puis, troisième élément, la compétence, parce que bien évidemment, dans notre rôle de manager, une partie non négligeable consiste à faire grandir, à rendre les personnes autonomes et à contribuer à leur développement professionnel et au développement de leurs compétences. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble ces 3 éléments qui, pour moi, conditionnent, on va dire, la performance globale d'une personne au travail. Alors, commençons par la confiance. Donc j'ai commencé à en parler à l'instant. La confiance, me direz-vous, comment ça se mesure? Comment est-ce que ça se crée? Et pourquoi finalement, c'est si important dans une relation de travail?
Alors, je vais faire appel à une petite étude qui a été menée par Google. Alors, peut-être avez-vous, et sans doute avez-vous entendu parler du projet Aristote. Qu'est-ce que c'est que ce projet Aristote? Mais c'est un projet qui a été lancé en 2012 par Google qui consistait à identifier les patterns, les critères communs à toutes les équipes performantes. Et donc, à cette époque, Google cherchait vraiment des éléments, des critères sur le leadership, hein. Leur enquête était vraiment orientée sur le leadership. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé un trait commun à l'ensemble des équipes performantes, et c'était pas le management, c'était pas le leadership, c'était cette sécurité psychologique qui était la base. Alors, il y a d'autres éléments, vous le voyez sur le slide qui s'affiche hein, pour expliquer un peu la performance des équipes. On va parler d'impact, de sens, de clarté des structures, des objectifs, des organisations, aussi d'éléments collectifs. Mais dans les équipes qu'ils ont interrogées, voilà, ce qui ressortait en premier, c'est cette sécurité psychologique. Qu'est-ce que c'est que la sécurité psychologique? Eh bien, tout bonnement, c'est la capacité d'un individu à s'exprimer librement sans avoir peur de la réaction d'autrui. Autrement dit, je peux m'exprimer, prendre la parole dans une réunion, donner mon avis, prendre une initiative, prendre un risque sans avoir peur de la réaction que cela va susciter, sans avoir peur d'être critiqué pour ce que je vais dire. Et donc ça c'est facile à concevoir, mais c'est un peu difficile à obtenir. Surtout que cette sécurité psychologique, elle n'est pas seule, parce que quand on parle de sécurité psychologique, on peut se poser plus globalement la question de savoir comment créer ce fameux climat de confiance. Eh bien, on va aussi parler de sécurité physique. Alors, prenons l'exemple d'un métier manuel, par exemple. On a chez Extia beaucoup de personnes qui interviennent sur des chantiers dans notre activité ingénierie. Eh bien, si les conditions de sécurité ne sont pas remplies sur ce chantier, si je pense que je vais mettre ma vie en danger ou que les équipements électriques ne sont pas aux normes, eh bien évidemment, je ne vais pas pouvoir atteindre cet état de sécurité psychologique. Ça a l'air évident, mais il y a encore des environnements de travail dans lesquels ce n'est pas le cas. Et la sécurité physique, elle peut aussi s'exprimer par des choses très triviales. On a fait l'expérience il y a quelques années dans un de nos bâtiments chez Extia. On n'a pas la possibilité de donner des badges à tout le monde et aux nouveaux qui arrivent. Des fois, on est un petit peu en retard dans le fait de donner ces badges-là. Et on voit que pour les personnes, c'est assez déstabilisant de ne pas pouvoir circuler librement, puisque le badge permet de passer d'un étage à l'autre, d'un espace à l'autre. Bien ça va impacter cette fameuse sécurité psychologique. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'une start-up qui s'appelle Never Eat Alone, qui a été créée il y a une dizaine d'années par une jeune Belge qui avait suivi un parcours d'intégration dans une grande entreprise du CAC 40. Et donc, elle s'était aperçue qu'en fait, finalement, les processus d'onboarding, c'est-à-dire d'accueil, étaient extrêmement sophistiqués, mais qu'elle déjeunait quand même toute seule à midi et que finalement, ça a impacté quand même son bien-être au quotidien. Ça a l'air quand même trivial quand je vous le dis, mais je pense qu'on a tous vécu cette expérience-là quand on a commencé à travailler, de dire, mais bah, est-ce qu'il y a des gens qui vont me parler? Est-ce que je vais devoir aller déjeuner tout seul? C'est des questions qu'on peut tous se poser. Eh bien, elle s'est dit, bon, bah, je vais créer une application qui permet aux personnes eh bien, de trouver des gens avec qui déjeuner à midi. Ça a l'air ridicule quand on le dit, mais c'est très important et ça fait partie de la sécurité psychologique. Dans un contexte de travail, quand on est manager, ça veut dire très simplement qu'on va s'assurer que la personne a un espace de travail qui lui est dédié. On sait d'ailleurs que dans les open space ou dans les espaces de travail où il n'y a pas de poste dédié, ça peut parfois être perturbant pour les gens et que les gens vont avoir tendance à s'asseoir toujours au même endroit. Parce que j'ai besoin d'un espace de travail sécurisé, parce que j'ai besoin, quand j'arrive dans un environnement de travail, eh bien, qu'on reconnaisse mon rôle, c'est-à-dire que mon rôle soit clairement établi. Cette personne est là pour rendre telle mission. Qu'on m'ait présenté, qu'on ait présenté ma mission. Donc là, il y a plein d'aspects quand on onboard un collaborateur ou quand on l'accueille dans son équipe auxquels il faut penser et qui ne passent pas forcément par les process ou par des choses évidentes comme les objectifs qu'on va fixer très vite. Et puis bien sûr, j'en parlais le mois dernier, les règles du jeu, c'est important pour, toute personne au travail, c'est-à-dire, bah, comment fonctionne le collectif? Alors plus on peut faire un parallèle avec la société en général, mais quelles sont les règles du jeu? Quelles sont les habitudes? Qu'est-ce qui est admis, non admis, de manière explicite, implicite dans l'environnement de travail dans lequel, j'évolue? Et puis quelles sont les attentes qu'on a vis-à-vis de moi? Ça, c'est important.
tout ça va vraiment contribuer à créer cette confiance. Et quand on parle de confiance, il y a tout de suite une phrase qui nous vient à l'esprit, c'est: «La confiance n'exclut pas le contrôleur». Je vous invite très vite à rayer cette phrase de votre esprit puisque finalement elle est assez antinomique. Hem Et la confiance, finalement, elle doit être authentique. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être simulée, je ne dois pas faire semblant d'avoir confiance, dans mon collaborateur. Elle doit être également inconditionnelle, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que des phrases qui consisteraient à dire: «Je te ferai confiance quand» ou «Je te ferai confiance si», bah, c'est antinomique avec, la création de ce climat de confiance et la création de cette relation de qualité. Elle doit être chaste, mais d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se faire en échange, elle ne doit pas être transactionnelle en disant: «Bah, si je te fais confiance, si je te fais confiance, bah, je t'aiderai à développer tes compétences. Non, elle doit être, vraiment, donnée et explicite, hein. Je pense que c'est important, d'expliquer quand on accueille un collaborateur dans son équipe, de dire: «Bah, voilà, tu es là, je suis sûre qu'on va faire de belles choses et j'ai confiance en toi». Donc là encore, ça a l'air, extrêmement simple, mais souvent on oublie de le faire et ça pose quand même les bases de cette fameuse relation. Alors pour vous donner un exemple pratique, de ce qu'on a pu faire dans le passé chez Extia et qu'on continue à faire dans certaines équipes, c'est un atelier de confiance. La note de confiance, c'est-à-dire avant de commencer une réunion, eh bien on va poser, 4 questions à l'ensemble des personnes présentes dans cette réunion en disant: «Est-ce que tu as confiance en toi dans ce contexte professionnel?» Hein, on ne parle pas de manière générale. Est-ce que tu as confiance dans les autres membres de l'équipe? Est-ce que tu as confiance en ta hiérarchie? Est-ce que tu as la confiance de ta hiérarchie? Et donc, on va demander à chaque personne de se positionner sur une échelle de 1 à 5. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que si la moyenne des notes est inférieure à 4, on ne démarre pas la réunion et on traite un autre sujet. Parce que finalement, on ne va pas pouvoir permettre, vous vous souvenez de cette sécurité psychologique, permettre que tout le monde puisse s'exprimer librement, ça ne va pas être possible et donc on va travailler les points. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent exister, mais pensez à ça, la relation de travail passe d'abord et avant tout par une relation de confiance interindividuelle. Je dois pouvoir penser que mon manager, va, me soutenir, va m'aider et va être là quand j'en ai besoin. Deuxième élément du triangle de la performance, la motivation. Donc on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que la motivation? Alors la motivation, c'est l'adéquation entre les éléments qui procurent une satisfaction personnelle et les caractéristiques du poste. C'est-à-dire, est-ce que dans mon poste, est-ce que ce que je fais au quotidien va me motiver? Alors on peut utiliser, des grilles d'affinité, hein, comme celle-ci. C'est-à-dire, est-ce que, on peut faire une liste en disant: «Voilà, qu'est-ce qui me motive, dans l'absolu? Est-ce que ça fait partie du poste? Est-ce que ça ne fait pas partie du poste?» Et c'est important parce qu'au travail, il y a les choses qu'on sait faire, il y a les choses qu'on met en œuvre, donc le fameux savoir-faire, savoir-être. Et puis il y a aussi ce que je veux et ça peut être très différent. Autrement dit, je peux, être très performant dans un domaine, mais ce domaine ne va pas m'intéresser, ne va pas correspondre à mes motivations. Et là, on sait que dans la durée, la performance va baisser, entraînant un désengagement, des démissions, du turnover, et cetera. Donc nous, on a un jeu, très simple chez Exia que je partage avec vous et vous pouvez, trouver de la documentation sur, le site de Jürgen Appelo, du Management 3.0. C'est un jeu qui s'appelle, les Movie Motivators, donc on l'a édité sous forme de jeu de cartes. Hem Et en quoi consiste ce jeu? Bah, il consiste, alors on peut l'utiliser, dans le cadre du recrutement ou dans le cadre, d'une situation managériale. Il consiste pour chaque individu à classer ces leviers de motivation par ordre croissant, c'est-à-dire en mettant en avant ceux qui sont importants. Donc là, il y en a 10 qui sont identifiés dans ce jeu de cartes. Alors on va les passer rapidement. Il y a la liberté, c'est-à-dire que j'ai besoin, vous pouvez en même temps essayer de classer, d'identifier vos propres leviers de motivation. Donc la liberté, j'ai besoin de jouir d'une certaine liberté dans mes actions et prises d'initiative. Il peut y avoir l'expertise aussi, j'ai besoin de maîtriser ce que je fais et de me sentir compétent. La reconnaissance, j'ai besoin que les personnes autour de moi approuvent ce que je fais et qui je suis. Les interactions, j'ai besoin d'avoir de bonnes relations et d'échanger régulièrement avec les autres. L'ordre, peut être également un levier de motivation. J'ai besoin d'évoluer dans un environnement structuré avec des règles bien établies. Il peut y avoir les valeurs, j'ai besoin que mes valeurs personnelles se reflètent dans mon travail au quotidien. La curiosité, j'ai besoin de découvrir constamment de nouvelles choses. Le pouvoir, j'ai besoin d'avoir l'influence sur mon environnement. Le statut, j'ai besoin d'un poste qui m'apporte un certain statut social. Et enfin, le sens, j'ai besoin que mon travail ait un sens. Alors, je précise que donc,
chaque levier de motivation va s'exprimer sous forme de cartes qu'on va classer de manière assez interactive et que dans le jeu de cartes développé par Extia, on a mis un challenge. Pas un challenge, tu vas m'aider Clément, un joker. Un joker parce qu'il peut y avoir dans cette liste des leviers de motivation qui n'apparaissent pas. Alors, ce qui est important, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a un bon ordre? Est-ce qu'en fonction des postes, il faut retrouver tel ou tel type de levier de motivation? Et non, c'est un jeu sur lequel il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et c'est d'autant plus intéressant que quand vous le faites avec votre équipe, donc je pense que quand on est manager, il faut aussi partager ses propres leviers de motivation. Quand vous le faites avec vos équipes, vous allez vous apercevoir très rapidement que tout le monde a un ordre différent, première chose, et ensuite que tout le monde va donner une valeur différente aux cartes, une signification très personnelle. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de creuser quand on fait cet exercice, savoir ce qui se cache derrière expertise, ce qui se cache derrière reconnaissance. Et donc, l'idée pour un manager, c'est de se dire, bah voilà, je devrais connaître assez facilement à minima les 3 premiers leviers de motivation, les leviers de motivation principaux de mes collaborateurs pour pouvoir au quotidien les alimenter et nourrir cette satisfaction au travail. Donc ça, c'est extrêmement important. Et quand vous ferez le jeu, vous apercevrez que bah, finalement, les premières cartes sont assez faciles à classer, elles viennent tout de suite. Ce qui nous motive très peu ou pas du tout vient aussi, donc tout de suite. Donc le début et la fin vont être faciles. Et puis au milieu, il y a des choses assez neutres qui ont joué sur lesquelles on va pouvoir hésiter sur l'ordre. Mais voilà, des cartes très différentes. Et donc, encore une fois, pour un manager, c'est très intéressant de se dire que ce qui va avoir beaucoup d'importance pour soi va peut-être être complètement neutre pour les autres. Donc, ayez ça en tête. Et ça, c'est un exemple pratique sur l'identification des leviers de motivation. Donc, on a parlé de la confiance, on a parlé de la motivation. Il y a un autre élément pour moi qui est très important, c'est la partie compétence. Comment on développe les talents? Alors je rappelle, qu'un talent, c'est ce qu'on fait naturellement sans y penser, hein, c'est quelque chose qui ne nous demande pas d'effort. Quand on parle de compétences, c'est un peu différent parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler et développer. Hem Et donc là, je partage avec vous, un schéma qui est assez connu dans les ressources humaines qui s'appelle, la courbe d'apprentissage et qui nous explique un petit peu comment, est-ce qu'on évolue à partir de la prise de poste jusqu'au changement de poste. Quelles vont être les principales étapes de cette courbe d'apprentissage? Alors sans surprise, on va commencer par un volet apprentissage. C'est-à-dire j'arrive sur un poste, je ne maîtrise pas les aléas, je vais attendre qu'on me montre, je vais essayer de me documenter. Donc je vais être dans cette phase d'acquisition des codes, des compétences, des processus qui vont me permettre de maîtriser mon poste. Ça, c'est la deuxième phase. Donc bien sûr, quand moi je suis manager, mon rôle, ça va être d'accompagner cet apprentissage pour que les personnes de mon équipe arrivent à ce niveau de maîtrise. Ce qui est intéressant quand on maîtrise, c'est-à-dire que je sais, accomplir, la plupart des tâches qu'on me demande de manière autonome, c'est que là, je vais pouvoir faire preuve d'innovation. Je vais pouvoir proposer de nouvelles choses, être proactif, prendre des initiatives, apporter de la valeur ajoutée, challenger un petit peu mon domaine d'intervention. Donc ça, c'est cette phase d'innovation qui va être suivi, assez invariablement par une phase de maturité. C'est-à-dire, c'est le fameux: «J'ai fait le tour de mon poste, je maîtrise les tenants et les aboutissants, j'ai pu, améliorer, participer à cette dynamique d'amélioration continue et donc finalement, eh bien, je suis prêt pour cette prochaine étape qui va consister à élargir le périmètre de mon poste actuel ou à prendre une autre fonction». Et bien évidemment, si on ne fait pas ça, il y a une phase de routine et donc de désengagement qui va s'installer. Alors ça a l'air assez linéaire, hein, on me dirait: «Bon voilà, quand je suis manager, il faut que j'accompagne l'apprentissage, maîtrise, innovation, maturité». En pratique, ça l'est pas tout le temps parce que, ben, on voit, il peut nous arriver de rencontrer des situations où la personne va, passer, très rapidement de l'apprentissage à la routine. Et donc là, on pourra s'interroger, je reviens à mon point précédent, sur les motivations, par exemple. Hem, on va pouvoir aussi avoir des gens qui vont être en phase de maîtrise, mais qui ne vont pas atteindre ce stade de l'innovation, qui vont pas être dans la proactivité, dans la prise d'initiative et qui ne vont pas proposer des choses pour améliorer, leur mode opératoire. Donc là, encore, c'est un exercice managérial que de pousser et d'essayer d'amener, à cette phase-là. Et puis, bien sûr, il faut anticiper, ce désengagement et cette routine, hein, très rapidement. Donc, vous voyez, il y a toute cette courbe-là avec chacune des étapes
à accompagner. La durée d'occupation d'un poste, elle a tendance à se réduire avec les années. Il y a une dizaine d'années, on parlait encore de 2 à 3 ans en moyenne par poste. On sait qu'il y a une mobilité professionnelle qui s'accélère avec des changements de poste plus fréquents. Donc aujourd'hui, on est aux alentours des 2 ans, mais tout ça dépend bien sûr des secteurs d'activité et des domaines d'intervention. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, bah, il faut comprendre comment fonctionne cette autonomie vers laquelle on tend tous et vers laquelle on a envie de faire tendre nos équipes. Donc là, on peut adopter un modèle quasi freudien, puisque quand Freud nous parle du développement de l'enfant et de l'adolescence, il va utiliser les mêmes termes. Quand on commence un job, on est dans un état de dépendance professionnelle, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'on m'accompagne pour acquérir mon savoir, mon savoir-être et mon savoir-faire. Et donc très vite, enfin très vite, ça dépend des situations, mais on va dire qu'on va vouloir arriver rapidement à cet état de contre-dépendance, c'est-à-dire vouloir prouver, bah, qu'on sait faire. Donc pour prouver qu'on sait faire, souvent on va dire: «Bah non, j'ai plus besoin d'aide» ou «T'inquiète pas, je m'en occupe, j'ai compris ce qu'on attendait de moi». Donc c'est cet état de contre-dépendance. Et puis le stade suivant, ça va être l'indépendance, c'est-à-dire que je suis performant, je peux travailler seul sans supervision, j'ai fait mes preuves. Hem Ce qui est intéressant, c'est d'amener la personne à cet état d'interdépendance. C'est-à-dire non seulement je suis performant, mais je contribue aussi à la performance globale de l'équipe. Parce que je vais sortir de mon rôle, parce que je vais collaborer, parce que je vais avoir une action transverse, heu, explicite ou implicite avec les membres de mon équipe pour faire en sorte que, le collectif fonctionne bien. Donc ça, on en parlera, en juin, mais, ça fait partie aussi des dynamiques collectives. Donc bien sûr, pour accompagner ces étapes de l'autonomie, vous vous dites que, bah, on va pas avoir, le même style de management en fonction des personnes qu'on a en face de nous et de leur niveau de seniorité dans le poste. Donc c'est là où on parle de management situationnel. C'est-à-dire comment adapter son management à la situation dans laquelle on se trouve. Donc j'imagine que vous avez peut-être entendu parler de la boussole du management. C'est un modèle assez connu d'Hersey et Blanchard qui nous dit quoi? Qui nous dit, bah, en fonction du degré d'autonomie, du degré de la relation et du degré d'encadrement, on va adopter des types de management qui sont différents. Donc le management directif, qui lui, va vouloir accompagner, sécuriser un parcours professionnel et qui est plutôt adapté, à un faible niveau d'autonomie ou alors à une situation d'urgence dans lequel on doit prendre rapidement des décisions. Il va y avoir également le mode persuasif là qui va être plutôt dans l'encouragement, dans l'accompagnement, dans le coaching. On a parlé du coaching la dernière fois. La posture de coach, c'est faire réaliser à l'autre par lui-même, les tâches qu'il a à accomplir, non ne pas faire à sa place, attention, hein, souvenez-vous de ça. Et puis, on a aussi également les modes associatifs. Donc là, on est en autonomie, acquise, on fait collaborer les gens entre eux, voire en délégation totale avec un mode plus participatif et organisateur. Donc, bien sûr, tout ça n'est pas binaire, n'est pas scolaire. On va pas, se dire, en fonction des gens, en fonction des situations, on va devoir adapter son mode de management. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que ça nous montre juste qu'on doit être dans cette posture de management situationnel et pas monomaniaque avec une seule méthode, une seule façon de faire et un seul, suivi pour tous, hein, parce que manager les relations interindividuelles, ça veut dire aussi que vous aurez un mode de management différent en fonction, des personnes avec lesquelles vous vous trouvez. Voilà sur cette partie, compétences. Donc, vous voyez, cette performance, c'est d'abord je crée ce climat de confiance. Ensuite, j'identifie les leviers de motivation et je fais attention, je fais en sorte de les nourrir au quotidien et puis j'accompagne la personne dans son développement. On a ces 3 aspects qui vont se compléter, heu, mais je le rappelle, il va rien se passer s'il y a pas de climat de confiance, hein. Donc ça, c'est le préalable. Au reste, on va pas pouvoir mettre les gens en mouvement, si on n'a pas réussi à créer cette relation, de qualité au travail. Manager la performance, c'est une chose. Si votre équipe n'est pas engagée au quotidien et n'a pas envie de contribuer à la réussite, hem, de l'équipe ou de l'entreprise, pour laquelle vous travaillez, ça va être compliqué. Et c'est là où on parle de l'engagement. Donc j'en ai beaucoup parlé, lors de la dernière session. Alors, 2 points principaux. Le premier, c'est que le manager, c'est le premier critère d'engagement ou de désengagement des collaborateurs. Souvenez-vous, 70 de la variance,
de l'engagement dépend du manager. On rejoint une entreprise, on quitte un manager. Donc ça replace la responsabilité sur les épaules managériales et c'est important de l'avoir en tête. Et globalement, le taux d'engagement en France, hein, donc là, je me réfère toujours aux études de Gallup, qui est l'institut de référence dans le domaine, nous dit que le taux d'engagement en France est assez faible, puisque c'est 6% de salariés activement engagés. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas engagés, mais on a ces 6% et puis on a beaucoup de neutres et on a à peu près un quart de salariés activement désengagés. Donc l'enjeu managérial, ça va être de faire en sorte que son équipe s'engage au quotidien. Et pour ça, il y a des questions qui sont assez simples. Alors là encore, je fais appel à Gallup. Vous pouvez trouver plein de littérature sur Internet, c'est très intéressant. Gallup a développé un modèle, donc c'est les modèles d'enquête de Gallup. Alors, on parle du Q6, donc des 6 premières questions, ou du Q12, donc des 12 questions en entier, qui, vous le voyez, en fait, font appel à une mini référence à la pyramide de Maslow. Mais quand on est manager, finalement, un exercice assez simple, c'est poser les 6 premières questions à chaque membre de son équipe. Vous pouvez toujours faire sur une échelle de 4 à 5. Et si sur les 6 premières questions, vous n'avez pas 100% de maximum, vous savez déjà sur quoi travailler. La première question, mes besoins fondamentaux, c'est je sais ce qu'on attend de moi. Ça paraît évident à tout manager. Posez la question au manager, ils vont vous dire, mais oui, bien sûr, mon équipe sait ce qu'elle a à faire. Et bizarrement, quand on interroge les gens, c'est pas toujours très clair. Donc ça, clarifier les objectifs, le périmètre, les attendus, y revenir si ce n'est pas clair, y revenir encore pour s'assurer que c'est clair, être dans une logique de fixation d'engagement plutôt que d'objectif. La différence entre engagement et objectif, c'est que dans un cas, c'est vous qui fixez les objectifs. Dans l'autre cas, vous expliquez les enjeux et vous demandez à la personne de le traduire en engagement. C'est-à-dire, si tu veux qu'on arrive à ce résultat, qu'est-ce que tu dois faire? Propose-moi des choses. Donc là encore, d'un point de vue pédagogique, c'est très différent comme approche. Mais je sais ce qu'on attend de moi au travail, c'est une question fondamentale. Et puis, bien sûr, je peux savoir ce qu'on attend de moi au travail, mais je peux ne pas avoir les moyens de faire mon travail correctement. Donc, est-ce que j'ai les moyens matériels, humains, pour accomplir mon travail directement, mon travail correctement? On sait, hein, qu'il y a certaines équipes dans lesquelles juste le dysfonctionnement d'outils informatiques, vont fortement, impacter la productivité ou la façon de travailler. Donc là encore, ça peut être des choses très triviales, mais voilà. Dans chaque membre de mon équipe sait parfaitement ce qu'on attend de lui au travail et il a les moyens pour faire son travail correctement. Ensuite, souvenez-vous des leviers de motivation. Il faut que chaque membre de votre équipe puisse répondre positivement à cette question: «J'ai l'opportunité de faire tous les jours ce que je fais de mieux». Alors le tous les jours, ce qui est intéressant dans Gallup, c'est qu'on peut tiquer sur certains aspects des questions, mais ils sont importants. Tous les jours, c'est oui, tous les jours, je suis en situation, d'exprimer au mieux mon potentiel et mes compétences. Si c'est une fois par semaine, c'est pas assez en fait, hein. Si vous avez 1 heure, de satisfaction par semaine, ça va dans la durée, ça va être compliqué. Donc on en revient aux motivations, aux compétences. Autre question, j'ai reçu une marque de reconnaissance durant les 7 derniers jours. C'est intéressant comme question parce que 7 derniers jours, on se dit: «Mais bon, c'est quand même court, on n'est pas obligé de dire merci tous les jours». En fait, vous savez, les managers, ils ont toujours l'impression qu'ils remercient régulièrement et puis les collaborateurs ont toujours l'impression qu'on ne leur donne jamais assez de reconnaissance. La vérité est peut-être un peu au milieu. Enfin, en tout cas, moi, j'invite, un maximum et moi-même, je le fais pas assez et j'essaie d'y penser, le plus régulièrement possible. C'est dire merci, dire bravo, encourager, heu, féliciter pour un travail accompli malgré les difficultés, féliciter pour les progrès, reconnaître et la reconnaissance, elle est matérielle et immatérielle, hein. Matérielle, c'est bien sûr tous les aspects, rémunération, promotion. Immatériel, c'est la reconnaissance implicite, c'est aussi mettre en avant un collaborateur lors d'une réunion d'équipe. Il y a plein de façons, de faire, mais ça, c'est important et garder en tête ces 7 derniers jours parce que oui, ça doit être fait de manière très régulière. Ensuite, on se préoccupe de moi en tant que personne. Bien oui, bien évidemment, c'est-à-dire que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la compréhension de tout ce qui est croyances, besoins, comportements. On s'intéresse à moi en tant que personne, et non pas qu'élément, interchangeable dans une équipe. Ça, c'est très important et puis des personnes encouragent mon développement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans un environnement nutritif. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vais être stimulée, je vais apprendre des choses, on va me projeter. Donc voilà, ces 6 questions, elles sont très simples, et c'est un exercice très simple qu'on peut faire avec son équipe et parfois on a des surprises, mais ça nous permet en tout cas d'avoir du feedback, et puis de progresser dans certains aspects. Donc ça, c'est le Q6 de Gallup. Et puis, on peut aussi rajouter 6 questions supplémentaires. Donc, il y a un bloc qui va avoir trait au travail en équipe et puis un bloc à la progression ou au développement personnel. Donc, sur le travail en équipe, mes opinions semblent compter. Souvenez-vous de la sécurité psychologique, pardon. Mes missions ou objectifs me font sentir important dans l'entreprise. Là, bien sûr, on est en lien direct avec le sens. Attendez, je prends un petit verre d'eau. Les aléas du direct. Mes collègues s'engage à fournir un travail de qualité et j'ai un très bon ami au travail. Donc ça va être les éléments du travail d'équipe très important. Je rebois un verre d'eau, pardon. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Prends le temps. Donc j'ai un très bon ami au travail, cette question. En France, elle a été très débattue parce qu'on se dit finalement, est-ce qu'on peut mélanger sphère personnelle et professionnelle? Et on sait en fait que les relations interindividuelles, c'est-à-dire que quand on a une mauvaise journée au travail, avoir un collègue en qui on a suffisamment confiance, avec qui on a des relations amicales, avec qui on peut débriefer au café, c'est très important. Donc ça, c'est pas à sous-estimer aussi dans un environnement de travail. Et puis dernier aspect, la progression, le développement personnel. Heu, on me parle fréquemment de mes progrès, c'est-à-dire qu'on me projette et j'ai des opportunités pour apprendre et grandir. Donc ça, bien évidemment, c'est important aussi à titre individuel. Autre modèle, dont on pourrait parler, donc ça, c'est le modèle de Gallup. Il y a aussi une théorie que j'aime bien, qui est la théorie de l'autodétermination. Donc c'est 2 chercheurs qui ont mis ça en œuvre en 2002, qui l'ont théorisé, pardon. Et que nous dit la théorie de l'autodétermination? Elle nous dit que le bien-être psychologique repose sur 3 besoins basiques qui vont être directement corrélés à l'épanouissement de l'individu. Le premier besoin, c'est le besoin de compétence, c'est-à-dire la sensation qu'éprouve un individu lorsqu'il mobilise utilement ses capacités. Ce qui est important, c'est là utilement. Donc, on a tous en tête l'exemple des gens placardisés. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, finalement, si je garde mon salaire, si je garde mon statut, quelle importance? Mais non, ça veut dire que si je n'ai pas ce sentiment d'utilité au quotidien, ça va vraiment affecter mon bien-être psychologique. Deuxième besoin, le besoin de relations sociales, c'est-à-dire le besoin d'interagir et d'être en lien avec des communautés de personnes. On parle de sentiment d'appartenance. Souvenez-vous de la question de Gallup. J'ai un ami au travail. Ben oui, ça fait partie des éléments importants. Et puis le besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le sentiment de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. J'ai besoin de me sentir à l'origine ou à la source de ces actions. Et si je n'ai pas cette latitude décisionnelle, ça génère du stress. Alors là, on va faire un petit court aparté sur le modèle de Karasek, donc le modèle de stress au travail, le Job Strain Model, qui nous dit quoi, Karasek? Qui nous dit que, en fait, il faut un équilibre entre la latitude décisionnelle et la charge de travail perçue, qu'on va appeler demande psychologique. Autrement dit, si j'ai une grande charge de travail perçue ou une demande psychologique importante de l'extérieur, hein, mais une aussi grande latitude décisionnelle, eh bien, ça ne va pas provoquer de stress au travail. A contrario, je peux avoir une demande psychologique perçue moins importante, une charge de travail moins importante, mais si j'ai une latitude décisionnelle quasi faible, eh bien, soit je vais être passif, soit je vais être stressé. Donc, vous voyez, le stress vient vraiment de la décorrélation entre ma capacité à agir, à être autonome, c'est-à-dire à être à la source de mes propres décisions, et la charge de travail perçue, la demande psychologique perçue. Donc ça, c'est intéressant de se dire que, voilà, si j'ai le choix, si je sens que je suis autonome, que je peux organiser mon travail au quotidien, je vais être moins stressée au travail.
Et donc, ça nous amène bien sûr à ce lâcher prise managérial. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué quand on manage d'être dans ce lâcher prise qui n'est pas un laisser faire, hein. Le lâcher prise, c'est juste, on parlait de la confiance, faire confiance au monde de ses équipes, accepter et admettre qu'il y ait des modes opératoires différents du sien qui puissent être performants, que pour arriver à l'objectif, on peut utiliser des trajectoires différentes de celles qu'on imaginait. Donc, accompagner les gens vers cette fameuse trajectoire d'empowerment et pas être dans ce modèle de command and control qui est assez classique et qui finalement provoque beaucoup plus de désengagement qu'autre chose. Et donc, l'empowerment, pour moi, c'est une notion que j'affectionne beaucoup. Empower, c'est quoi? C'est une processus ou une approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d'avoir plus de pouvoir d'action et de décision, plus d'influence sur leur environnement et sur leur vie. Alors, l'empowerment, pour la petite histoire, c'est né dans le social, hein. C'est au départ, ces mères de famille en Inde ou au Pakistan qui, pour avoir un peu plus de budget, on fait du microcrédit pour avoir une casserole supplémentaire et donc pouvoir cuisiner plus de quantité pour pouvoir revendre ce qui n'avait pas été consommé par leur propre famille et gagner en latitude et en pouvoir d'achat. Donc, c'est venu du microcrédit et aujourd'hui, on peut l'appliquer à n'importe quel environnement professionnel. Et c'est la question qu'on doit se poser en tant que manager, hein, ce fameux lâcher prise, comment est-ce qu'on le provoque? Comment est-ce qu'on met, le curseur au bon endroit pour, générer cet empowerment, faciliter l'attitude décisionnelle et aussi donc réduire, le stress dont on parlait, tout à l'heure. Et donc, je conclurai là-dessus, puisqu'il est 18h40 et on va laisser la place aux questions. C'est finalement se dire, on parle de leadership, mais le leadership, si on le traduit littéralement, c'est celui qui mène en fait, hein. S'il mène, ça veut dire qu'il y a des gens qui le suivent. Donc, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des leaders qu'on accepte ou pas, dont on accepte ou pas la légitimité. En tout cas, ils ont tous ce point commun d'avoir des followers, c'est-à-dire des gens qui les suivent. Et donc, c'est ça l'intérêt du management, c'est de se dire que le management, ça ne doit pas être un statut conféré par l'entreprise, mais c'est plutôt finalement une posture qui va nous permettre d'avoir des gens qui ont envie de nous suivre. Et donc pour moi, j'en finirai là-dessus. Il y a 3 éléments qui sont importants. Cette confiance dont on a parlé tout à l'heure. Et quand on fait du management, la confiance, ça veut bien évidemment dire droit à l'erreur, hein. On peut pas, le postulat de la confiance, c'est que si je te fais confiance, eh bien, ça veut dire que, tu dois pouvoir prendre des initiatives librement et donc tu ne dois pas avoir peur, d'être sanctionné si tu te trompes parce que finalement, ça arrive à tout le monde. L'empowerment, on en parlait, où est-ce qu'on place ce curseur? Et puis dernier aspect, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'en tant que manager, et on en parlait, le mois dernier, bien finalement ce qui va nous permettre, de progresser, d'itérer, de changer d'erreur, hein, pour progresser, c'est le fameux feedback qu'on va aller chercher, auprès, des personnes de notre équipe, auprès de nos pairs, auprès de nos propres managers, et donc ça, plus on va générer un effet de feedback dans nos équipes, plus on aura de la visibilité, plus on sera lucide et plus on pourra s'améliorer. Donc et là-dessus, il y a un petit exercice qu'on utilise beaucoup chez Extia en formation, c'est, la fenêtre de Johari. C'est pareil, vous trouverez plein de littérature, sur internet sur le sujet. Que nous dit la fenêtre de Johari? C'est très simple, vous faites un petit cadran, vous prenez une feuille de papier, hop, sur une échelle de 1 à 9 et puis vous allez, essayer de mesurer, ce qui est, connu de vous et connu, des autres. Donc la question il y a une première question à se poser, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui est inconnu de moi? C'est-à-dire, est-ce que les gens viennent me faire du feedback facilement ou pas? Sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que moi, deuxième question, est-ce que moi je vais faire du feedback régulièrement aux gens? Ou pas, sur une échelle de 1 à 10. Et donc là, vous voyez qu'il y a différents styles managériaux qui vont se définir. Il y a des gens qui font beaucoup de feedback, mais qui acceptent pas qu'on leur en fasse, tout simplement parce que quand on leur a fait, ils ont pas très bien réagi ou ils ont surréagi ou ils sont passés dans la justification. Il y a des gens qui, à contrario, des managers qui ne donnent pas de feedback. Donc on ne sait pas c'est très déstabilisant quand on travaille pour un manager heu qui n'évalue pas ou qui ne vous dit pas, ce qu'il pense de votre travail. Donc, on parlait tout à l'heure de qualité de la relation, eh bien, il y a une chose très importante, c'est, cette zone efficace, cette zone de communication dans laquelle
on sait ce que je pense et on sait ce que je pense et les autres viennent me dire ce qu'ils pensent de moi, eh bien, ça permet, c'est ce qu'on appelle la zone de communication efficace, la zone d'ouverture graphique, eh bien, qui améliore l'efficacité et les relations interpersonnelles. C'est ça. Merci à tous. Merci à Lorga.